L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 1960, dans une petite ville du Texas. Une jeune institutrice quitte son domicile un samedi matin pour se rendre à l'église, comme elle le fait tous les samedis, mais ne revient jamais chez elle. Bien que la police a eu le coupable en ligne de mire, celui-ci a été formellement arrêté 40 ans plus tard, suscitant la colère des citoyens de McAllen. Mais si vous êtes prêts à entendre l'histoire d'Irene Garza, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. Irene Garza est née le 15 novembre 1934. Elle a grandi à McAllen, au Texas, et est connue de tous comme une personne très élégante, drôle et aimante, prête à tout pour ses proches et ses amis. A été la première de sa famille à aller à l'université et à se spécialiser. Pendant ces années, elle a participé à des concours de beauté dans la région. Elle a même été couronnée Miss All South Texas Sweetheart. Après avoir terminé ses études, elle est devenue enseignante et a commencé à consacrer toute sa vie à ses élèves, allant jusqu'à dépenser son salaire pour leur acheter des fournitures scolaires non fournies par l'école. L'Église fait partie intégrante de sa vie, car elle est une fervente catholique. Le samedi, on pouvait toujours la voir à l'église pour se confesser, tandis que les dimanches, elle assistait régulièrement à la messe. Au moment de l'incident, Irene n'avait que 25 ans et vivait à McAllen avec ses parents. Les événements ont eu lieu le 16 avril 1960, le week-end de Pâques. Comme tous les samedis, Irene a dit à sa famille qu'elle allait à l'église pour se confesser et qu'elle serait de retour plus tard dans la journée. Elle a emprunté la voiture familiale et s'est rendue à l'église du Sacré-Cœur. Sa présence est remarquée par un grand nombre d'autres fidèles, présents sur les lieux et dans les alentours. Le soir venu, la famille d'Irene a commencé à s'inquiéter, car la jeune fille n'était pas encore rentrée de l'église, et ce n'était pas son genre de rentrer si tard sans prévenir la maison. Ils attendent jusqu'à minuit, puis commencent à la chercher. La police est immédiatement informée des faits. 2 longs jours passent, et la police n'a aucune piste. À ce moment-là, on ne sait pas où se trouve la jeune fille, et si quelque chose lui est arrivé. Mais à un moment donné, pendant l'enquête, des chaussures blanches à talons hauts ont été trouvées sur le bord d'une route. On demande aux parents si ce sont les chaussures de leur fille, et ils confirment que oui. Ce sont les chaussures qu'Irene avait portées le matin du 16 avril. Le lendemain, son sac à main en cuir vernis noir et un voile en dentelle blanche ont été retrouvés un peu plus loin. Tout le monde a compris qu'Irene ne s'était pas enfuie, mais que quelque chose de grave lui était arrivé. Une recherche massive commence, à pied et à cheval, dans toutes les zones environnantes. 5 jours après sa disparition, le 21 avril, son corps a été retrouvé dans un canal d'irrigation. Il avait été battu, agressé et étouffé. Son corps a été retrouvé entièrement vêtu, ne manquant que les chaussures trouvées quelques jours auparavant. Son chemisier avait été déboutonné. Pour la police, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un accident. La jeune femme n'est pas tombée dans le canal après s'être sentie mal. Elle a été jetée dans le canal volontairement, après une attaque. Une autopsie est pratiquée sur le corps d'Irene. Le médecin qui s'occupe des analyses révèle qu'elle a d'abord été frappée à la tête avec un objet contondant, puis agressée. La cause officielle de la mort, selon le médecin, est la suffocation. Le canal est drainé quelques semaines après la découverte d'Irene, et on y trouve un petit projecteur des diapositives vertes et des diapositives. La police rend l'affaire publique parce qu'elle ne sait même pas comment commencer l'enquête. Peut-être le projecteur n'était-il pas du tout lié à l'affaire. Peut-être que quelqu'un l'avait-il perdu ou jeté volontairement, après ou avant les événements. C'est alors que le père John Fate se manifeste et apparaît comme un Pokémon sauvage sorti d'une haute herbe. John est un prêtre de 27 ans qui visite le presbytère du Sacré-Cœur. Après que la police l'ont annoncé, il écrit une lettre disant que les diapositives et le projecteur étaient les siens, mais dit qu'il ne sait pas comment ils ont fini dans le canal.
La police a interrogé environ 500 personnes au cours de l'enquête initiale. Mais Père John est resté leur principale cible après avoir reçu sa lettre. Mais ils ont décidé de jouer la discrétion en gardant sous le coude leurs soupçons sur le prêtre. Mais lui aussi est interrogé. Et là, le prêtre raconte une histoire quelque peu étrange aux yeux des enquêteurs. Il dit d'abord qu'il a vu Irène le jour de sa disparition, parce que la jeune fille s'était confessée avec lui dans le presbytère, près de l'église. Cela déclenche des signaux d'alarme chez les enquêteurs. Ce qui dit le prêtre est très inhabituel, car la confession a normalement lieu dans l'église, avec la tenue du prêtre et tout le reste, et non dans le presbytère, qui en soit un bâtiment où vit le clergé. Après la confession d'Irène, Père John dit qu'il a ensuite conduit environ 4-5 km jusqu'à la résidence de prêtre pour obtenir une nouvelle paire de lunettes, car il avait cassé celle qu'il portait le matin même. À vue de son histoire, il est clair pour les enquêteurs que Père John a été la dernière personne à voir Irène vivante. Père O'Brien, également pasteur du Sacré-Cœur, se rend à la police et livre un témoignage très intéressant. Le prêtre dit qu'il a vu des éraflures sur les mains du Père John. Les policiers reviennent alors vers le prêtre et lui demandent d'expliquer ses prétendues égratignures. Et il dit qu'il les a eues en grimpant à l'extérieur de la résidence près d'un buisson, parce qu'au moment de son arrivée, on ne lui avait pas donné la clé de la porte d'entrée. Donc, il a cru bon passer par la fenêtre pour accéder au presbytère. Normal en somme. Si un jour vous apercevez quelqu'un sur votre balcon, ne vous inquiétez pas, c'est probablement le voisin du dessus qui a une fois de plus oublié ses clés. Alors que l'enquête sur Irène progresse, les enquêteurs apprennent qu'une femme de 20 ans a été agressée à Édimbourg 3 semaines auparavant. La femme a affirmé avoir remarqué un homme dans une voiture bleue et blanche qu'il observait à l'extérieur de l'église. Une fois à l'extérieur, cet individu l'a attaqué et a essayé de lui couvrir le visage avec un tissu. Mais la femme a miraculeusement réussi, il faut le dire, à se repousser et à se mettre en sécurité. Le nom de la fille est Maria America Guerra. Maria a été contactée par la police qui lui a demandé une description de son agresseur. Elle le décrit comme un homme aux cheveux bruns et aux lunettes à monture d'écaille. Elle dit l'avoir vu porter une tenue de prêtre, mais elle n'a pas pu confirmer si c'était le cas. La police lui a montré une liste des suspects et il a désigné Père John, disant qu'il était son agresseur. La police est immédiatement allée voir Père John pour l'arrêter pour l'attaque de Maria. Mais l'homme, à ce moment, était introuvable. Cependant, une semaine plus tard, il décide de se rendre, affirmant qu'il n'avait pas fugué, mais qu'il se trouvait en fait dans un hôpital hors de l'État, pour se faire soigner du stress causé par l'affaire d'Irène et par les policiers eux-mêmes. Il a également déclaré avoir peur des femmes et ne plus pouvoir les rapprocher, même dans un contexte religieux, à cause de ce stress. Une fois en détention, le Père John est soumis à un test polygraphique, auquel il échoue. Pendant ce test, il dit aux enquêteurs qu'ils ne pourront jamais le condamner pour l'attentat d'Édimbourg, parce qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. Il s'agira donc d'un procès nul. Mais heureusement, ce n'est pas le cas, car en 1961, il est jugé pour l'agression de Maria, mais cela se termine par un sursis. Pour éviter un autre procès, un accord est passé entre le prêtre et le procureur. Donc Père John est reconnu coupable d'agression mineure et doit payer $500. À ce moment-là, il n'est pas accusé du meurtre d'Irène. La famille de la jeune fille pensait qu'il y avait eu un accord entre l'Église catholique et la police, mais rien ne le confirme. Peu de temps après, Père John a quitté le Sacré-Cœur et allé vivre dans un monastère, puis dans un ordre religieux au Nouveau-Mexique, où il donnait apparemment des conseils aux personnes qui aimaient d'une façon malade les enfants. En 1972, il quitte la prêtrise et s'installe en Arizona. Il s'y est marié et a fondé une famille. Il a travaillé pour l'organisation caritative Saint-Vincent de Paul à Phoenix et il a formé de nouveaux bénévoles et supervisé les gardes-manger de l'organisation. L'affaire d'Irène est restée classée sans suite jusqu'en 2002, date à laquelle les Texas Rangers ont été invités à reprendre l'affaire. 42 ans se sont écoulés depuis la mort de la jeune enseignante de McAllen. Les Texas Rangers reçoivent l'ordre de prélever des échantillons de ADN sur les vêtements d'Irène qui étaient encore stockés dans une boîte avec d'autres preuves dans un entrepôt. Les vêtements étaient dans l'eau depuis plusieurs jours à l'époque, donc rien n'a été trouvé. Quelque temps plus tard, la police de San Antonio reçoit un appel d'un moine retraité de nom Dale Techney.
Les Texas Rangers sont alors invités à prendre en charge l'affaire. Dale leur parle d'un prêtre qui a avoué, au cours d'une séance de thérapie, avoir ôté la vie à une femme le jour de Pâques, au début des années 1960. Le nom de ce prêtre est John Fate. Dale dit aussi qu'il avait été chargé de veiller sur le père John pendant son procès pour devenir moine, et que ce serait à ce moment précis, lors d'une confession, que le père John lui aurait révélé ce qu'il avait fait. Il dit à Dale qu'après avoir entendu la confession d'une femme à l'intérieur du presbytère, il a décidé de l'attaquer dans un élan. Après l'attaque, il l'a amené au sous-sol, puis l'a déplacé dans la salle de bain, où il l'a laissé avec son sac en plastique sur la tête. Lorsqu'il est revenu, des heures plus tard, il l'a trouvé sans vie et il a jeté son corps dans le canal. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas été arrêté, le père John répond que de nombreuses personnes au sein de l'église l'ont protégé, dans l'espoir d'éviter un scandale. Jusqu'à ce moment-là, Dale n'était jamais allé voir la police, car il estimait que sa seule mission était de conseiller et de former les nouveaux prêtres. Et il était déchiré. Il ne savait pas s'il devait en parler à quelqu'un ou non, car il s'agissait d'une confession et non d'une discussion entre amis. Il a essayé d'effacer de sa tête ce qu'il avait entendu, jusqu'au jour où un écrivain est venu le voir car il souhaitait écrire un livre sur sa vie de moine. La police a essayé d'utiliser Dale pour persuader le père John de se confesser par téléphone. Mais malgré la pression exercée par le moine retraité, John affirme ne pas se souvenir des conversations qui ont eu lieu 40 ans plus tôt. La police contacte à nouveau le père O'Brien pour recouper l'histoire de Dale, pour en savoir plus et savoir si quelqu'un avait voulu le protéger pour éviter un scandale. Père O'Brien leur dit qu'il avait en fait entendu des années auparavant des rumeurs dans le couvent selon lesquelles les griffures sur la main du père John avaient été faites par des ongles, ce qui explique pourquoi ils se sont tous méfiés de lui et ont pensé qu'il était impliqué dans la disparition d'Irène. Ils étaient si méfiants à son égard que le père O'Brien et un autre prêtre avaient fouillé tous les coins et recoins du presbytère à la recherche d'Irène, car ils pensaient sincèrement qu'elle s'est cachée probablement quelque part. Compte tenu de toutes ces nouvelles preuves, la police se rend directement au bureau du procureur du district, dans l'espoir d'obtenir un mandat d'arrêt pour père John. Cependant, le procureur dit au détective que l'affaire est trop ancienne et que les preuves ne sont pas vraiment des preuves, juste des faibles déclarations orales qui ne sont ni prouvées ni corroborées. Il leur a également dit que les informations qu'ils avaient reçues du père O'Brien et du moine retraité n'étaient probablement pas fiables, car les vieillards pouvaient souffrir des démences et dire des choses fausses ou imaginaires. La famille d'Irène, quant à elle, pensait que le procureur ne voulait tout simplement pas rouvrir le dossier et envoyer des agents pour enquêter. Elle a donc commencé à organiser des veillées et allumer des bougies devant le tribunal en signe de protestation. Avec cette pression supplémentaire, le procureur décide de soumettre le cas d'Irène et les nouvelles preuves à un grand jury, en 2004. Cependant, O'Brien et le moine ne se sont jamais présentés au tribunal et père John n'a pas été cité à comparaître. Les jurés n'ont eu accès que aux enregistrements audio et aux transcriptions. Ils ont donc refusé d'inculper l'ancien prêtre. Quelques années après cette première tentative d'inculpation du père John, le nouveau procureur de district décide, cette fois, de lancer une enquête sophistiquée et méticuleuse sur l'affaire d'Irène, en soumettant une nouvelle fois le dossier au grand jury. Le travail effectué par le procureur avait été si détaillé et précis que cette fois, le jury décide d'inculper père John pour le meurtre. Le 6 février 2016, père John Fate a été arrêté à Scottsdale, en Arizona. Le prêtre a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, et son avocat a déclaré qu'il ne pouvait pas être condamné parce qu'aucun ADN de son client n'avait jamais été trouvé sur la victime, aux sources bien, et qu'il n'y avait aucun témoin réel ou preuve médico-légale liant son client à l'affaire. Cependant, le procès a duré 5 jours, au cours desquels de nombreuses personnes ont témoigné pour et contre le prêtre. Par exemple, une femme nommée Béatrice Garcia a témoigné qu'en 1960, père John l'a arrêtée alors qu'elle marchait dans la rue et lui a demandé s'il pouvait la photographier habillée, en noir, dans un cimetière. Anna Maria Hollingsworth a déclaré à la barre qu'Irène lui avait dit que père John avait déjà essayé de la faire sortir du confessionnal de l'église, insistant pour que la confession ait lieu au presbytère.
mais qu'à ce moment-là, elle avait refusé, parce qu'elle ne pensait pas que c'était nécessaire à ce moment-là. Darrell Davis, ancien journaliste, raconte une réunion secrète entre des journalistes et le procureur général en 1962. Selon Davis, le procureur de l'époque a déclaré qu'il savait également que Père John était responsable du crime et qu'il demanderait lui-même qu'il soit transféré dans un monastère. Cependant, les procureurs avaient en leur possession des documents importants appartenant à l'ancien ordre du Père John. Ces documents montrent que les élus et les responsables de l'Église étaient au courant des faits et n'ont pas voulu poursuivre le prêtre pour les événements des années 1960, afin de protéger leur réputation en l'éloignant de leur Église. Le moine a été appelé à témoigner, car le père O'Brien était décédé en 2005, soit 11 ans plus tôt. Au bout de 5 jours, le jury a pris 6h30 pour délibérer avant de rendre son verdict. Le père John est reconnu coupable du meurtre d'Irene Garza. Dans la sentence du 8 décembre 2017, le prêtre est condamné à la prison à vie, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle en 2028, à l'âge de 95 ans. John Fate purge actuellement sa peine dans la prison pour hommes du département de la justice pénale du Texas, à Huntsville. L'avocat de la défense de John est en train de faire appel. Son client continue de clamer son innocence.